voulant surprendre mon mari pour la Saint-Valentin, je le découvre fiancé à sa PDG. Ma vengeance, je gèle les comptes joints et retire mes 83% de l'entreprise. Après 152 appels manqués, on sonne enfin à ma porte. J'avais apporté des fleurs et des billets d'avion pour Paris au bureau pour surprendre mon mari pour la Saint-Valentin, mais toute l'entreprise célébrait ses fiançailles avec la PDG. Mon mari l'a embrassée, puis a brandi une bague en diamant sous les applaudissements de la foule. Je me suis retourné et suis parti. J'ai immédiatement annulé le voyage, gelé tous les comptes joints, et retiré ma part de 83% de l'entreprise, d'une valeur de 558 millions d'euros. 30 minutes plus tard, mon téléphone affichait 152 appels manqués. Puis ma sonnette a retenti. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je suis resté dans le couloir de notre maison à Neuilly-sur-Seine, en Île-de-France, mon manteau toujours sur moi, mon sac à main suspendu à mon épaule, et les fleurs fanées de la Saint-Valentin posées sur l'îlot de la cuisine derrière moi. Les roses étaient enveloppées dans un épais papier crème avec un ruban de satin rouge, le genre d'arrangement romantique exagéré que Julien disait toujours adorer parce que cela lui donnait l'impression d'être à l'ancienne. Je les avais achetés ce matin-là dans un petit magasin de fleurs près de la gare avec une carte que j'avais écrite à la main parce qu'après 14 ans de mariage, je croyais toujours que l'amour méritait des efforts. Les billets pour Paris étaient glissés à l'intérieur de cette carte. Première classe, départ vendredi soir. 4 nuits dans un petit hôtel près de Saint-Germain-des-Prés, le même quartier où Julien et moi avions passé notre lune de miel avant que ses costumes ne soient sur mesure. Avant que son nom n'apparaisse dans les magazines d'affaires, avant que les gens ne se redressent un peu plus lorsqu'il entrait dans une pièce. Ce matin-là, j'avais imaginé son visage en les voyant. À midi, j'avais vu son visage alors qu'il embrassait une autre femme. La sonnette a retenti de nouveau, plus longuement cette fois. Puis la voix de Julien, étouffée par la lourde porte d'entrée. « Émilie, s'il te plaît, ouvre la porte. » J'ai regardé mon téléphone. Un autre appel de sa part est apparu, illuminant l'écran avec la photo que je n'avais jamais changée. Julien dans un pull bleu marine, me souriant depuis la terrasse de notre première maison, avant les cheveux gris aux tempes, avant la montre chère, avant que l'ambition ne se transforme en sentiment de droit. Je l'ai laissé sonner. « Émilie, je sais que tu es là, » a-t-il dit, la voix brisée. « S'il te plaît, parle-moi juste. Parle. » C'était étrange comme ce mot sonnait petit après ce que je venais de voir. Ce matin-là, à 11h42, j'étais entré dans le hall d'innovation Lumina avec un bouquet dans une main et une fine enveloppe noire dans l'autre. Le bâtiment était tout en verre et en lumière du soleil, avec des sols en béton poli, des murs végétalisés et une réception qui ressemblait plus à un hôtel de charme qu'à un siège social. Je n'y avais pas souvent rendu visite ces dernières années, en partie parce que je préférais ma vie privée, et en partie parce que Julien avait lentement appris à tout le monde à considérer l'entreprise comme son monde, pas le nôtre. Pourtant, je m'attendais à ce que quelqu'un me reconnaisse. Peut-être pas la nouvelle réceptionniste, une jeune femme avec un trait d'eyeliner parfait et un casque, mais sûrement quelqu'un des opérations, quelqu'un de la finance. Quelqu'un qui était là depuis assez longtemps pour se souvenir quand l'entreprise n'était que 12 personnes dans un bureau loué au-dessus d'un cabinet dentaire à Saint-Germain-en-Laye. Au lieu de cela, la réceptionniste a à peine levé les yeux. « Êtes-vous ici pour la célébration ?» a-t-elle demandé joyeusement. J'ai souri, pensant que Julien avait organisé un événement de Saint-Valentin au bureau pour le personnel. Il était doué pour ces choses, les gestes visibles, le champagne, les discours, la générosité mise en scène. « Je suppose que oui, » ai-je dit. Elle a pointé l'atrium. Il commence juste. J'ai entendu les applaudissements avant de voir la foule. Il devait y avoir 200 employés rassemblés sous le puits de lumière, regroupés autour d'une petite estrade décorée de roses blanches et de ballons dorés. Quelqu'un avait fait venir un violoniste. Quelqu'un d'autre enregistrait avec son téléphone. Le logo de l'entreprise brillait derrière la scène et, en dessous, se tenait Adèle Mercier, la nouvelle PDG que Julien avait embauchée 18 mois plus tôt. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un dîner de charité. Elle était brillante, soignée et plus jeune que moi de près d'une décennie, avec un carré blond net et le genre de confiance tranquille qui faisait que les gens confondaient beauté et compétence, même si elle possédait les deux. Julien se tenait à côté d'elle. Il souriait de sa manière publique, large et exercée, une main posée sur le bouton de sa veste, comme s'il était né sous les projecteurs. Puis il s'est agenouillé. La pièce a explosé. Pendant une seconde, mon esprit a refusé de traduire ce que mes yeux voyaient.
J'ai pensé que c'était peut-être un sketch, une blague de l'entreprise, un truc ridicule pour le moral. Mais ensuite Adèle a couvert sa bouche des deux mains, les larmes aux yeux, et Julien a ouvert une boîte en velours. Le diamant a capté la lumière, la même taille que je lui avais un jour dit aimer. Les gens ont applaudi pendant qu'Adèle hochait la tête. Julien lui a passé la bague au doigt. Puis il s'est levé, lui a encadré le visage et l'a embrassé. Pas un baiser nerveux, pas une erreur, pas quelque chose de confus ou d'accidentel. Un homme n'embrasse pas une autre femme comme ça à moins d'avoir déjà pratiqué la trahison de sa femme dans son esprit 1000 fois. J'ai senti le bouquet glisser dans ma main. Une femme près de moi a chuchoté, « Vous y croyez ? Ils sont parfaits ensemble. » Parfait. C'est le mot qui a finalement fait que Julien s'est retourné. Ses yeux ont trouvé les miens à travers l'atrium et pendant une demi-seconde tout le bruit dans la pièce a semblé se replier sur lui-même. Son sourire a disparu. Son visage s'est vidé. Il savait que j'avais tout vu. Et pourtant, il n'est pas venu vers moi. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'a pas quitté cette estrade. Adèle a suivi son regard et m'a regardé avec une confusion polie, le genre qu'une hôtesse offre à un invité qu'elle ne peut pas placer. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré presque gentiment. « Nous nous connaissons ?» C'est alors que j'ai compris. Julien n'avait pas seulement trompé. Il m'avait effacé. Je me suis retourné avant que ma dignité ne saigne devant des étrangers. Personne ne m'a arrêté alors que je traversais le hall. La réceptionniste a souri de nouveau, toujours inconsciente, toujours joyeuse, et a dit « Passez une bonne Saint-Valentin ». J'ai atteint le parking avant que mes mains ne commencent à trembler. Je me suis assise dans ma voiture avec les fleurs sur le siège passager et l'enveloppe de Paris sur mes genoux et j'ai écouté l'écho lointain des applaudissements toujours coincés dans mes oreilles. J'aurais pu crier. J'aurais pu revenir en force. J'aurais pu lui jeter ses roses au visage devant toute l'entreprise et donner à tout le monde le spectacle qu'ils étaient déjà à moitié en train d'apprécier. Mais la rage, quand elle devient assez pure, se tait. J'ai ouvert mon téléphone. D'abord, j'ai annulé Paris. Puis j'ai appelé la banque et gelé tous les comptes joints qui nécessitaient un examen mutuel en vertu de notre accord sur les biens matrimoniaux. Puis j'ai appelé notre avocat, maître Antoine Leclerc, qui avait été l'avocat de mon père avant de devenir le mien. « Émilie » a-t-il dit, alarmé par mon ton. « Que s'est-il passé ? » « Mon mari vient de se fiancer, lui ai-je dit. Avec sa PDG. » Il y eut un silence si complet que je l'entendis respirer. Puis Antoine a dit, « Je suis en route pour le bureau. » « Non, ai-je dit. Commencez par la holding. » Un autre silence. « Êtes-vous sûr ? » J'ai regardé à travers le pare-brise les portes de l'ascenseur, m'attendant à moitié à ce que Julien en sorte, essoufflé et contrit. Il n'est jamais venu. Oui, ai-je dit. Retirez la totalité de la participation, Émilie. Cela déclenchera un événement de capital. Je sais que cela bloquera leur ligne de crédit. Je sais que cela peut faire échouer l'acquisition en cours. Antoine. Il a cessé de parler. J'ai appuyé mon pouce sur l'enveloppe de Paris jusqu'à ce que le bord me coupe la peau. Faites-le. Au moment où je suis rentré chez moi, le premier appel est arrivé. Puis le second, puis 15, puis 50. Au moment où j'ai atteint la maison, Julien avait appelé 152 fois. Maintenant, il se tenait sur notre porche, sonnant à la porte comme un homme essayant de réveiller les morts. « Émilie » a-t-il dit de nouveau. « S'il te plaît, je peux expliquer. » Je me suis dirigé lentement vers la porte et j'ai regardé par la fenêtre latérale. Il portait toujours le même costume. Sa cravate était de travers maintenant, ses cheveux ébouriffés, son visage luisant de sueur malgré le froid de février. Derrière lui dans l'allée, sa voiture de fonction noire était garée en biais comme s'il l'avait abandonnée avant qu'elle ne s'arrête complètement. Pour la première fois de la journée, Julien ressemblait à un homme qui comprenait que les conséquences pouvaient aller plus vite que les excuses. J'ai ouvert la porte à moitié seulement. Ses yeux sont tombés sur mon visage, puis sur mon manteau, puis ont passé devant moi vers la cuisine où les fleurs étaient posées comme des preuves. « Émilie » a-t-il murmuré, ce n'était pas ce que ça semblait être. Je l'ai regardé et pendant un moment terrible, presque drôle, j'ai réalisé que même maintenant il pensait que la trahison était le problème. Il n'avait aucune idée que l'Empire brûlait déjà derrière lui. « Alors dis-moi » ai-je dit calmement. « À quoi cela ressemblait-il exactement ?
Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Derrière lui, son téléphone a recommencé à sonner. Pas le mien. Le sien. Il a regardé l'écran et quel que soit le nom qui y est apparu, son visage s'est effondré. Je le savais avant qu'il ne le dise. Le conseil d'administration l'avait découvert. Julien a regardé son téléphone et la couleur a quitté son visage si rapidement que c'était presque satisfaisant à regarder. Non pas satisfaisant de la manière bruyante et cruelle que les gens imaginent que la vengeance devrait être, mais d'une manière plus silencieuse. La façon dont une porte verrouillée est satisfaisante après des années où quelqu'un la traversait sans frapper. Il a fait taire l'appel sans répondre. « Émilie » a-t-il dit en s'approchant. « Nous devons parler à l'intérieur. »« Non » ai-je dit. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers la rue. Les maisons de nos voisins se dressaient derrière des érables nus, leur lumière de porche brillant contre la soirée grise de la Saint-Valentin. Neuilly-sur-Seine était une ville où les gens faisaient semblant de ne pas remarquer les choses tout en remarquant tout. Et Julien le savait mieux que quiconque. Il avait passé des années à cultiver l'image d'un mari généreux, d'un fondateur visionnaire, d'un homme qui se souvenait des anniversaires et envoyait des paniers de Noël à des gens qui l'appréciaient à peine. Être vu en train de supplier sur mon porche ne correspondait pas à l'image de Marc. « S'il te plaît » a-t-il dit en baissant la voix. « J'ai fait une erreur. »« Une erreur, c'est oublier un anniversaire » ai-je dit. « Une erreur, c'est rater un vol. Tu as demandé une autre femme en mariage devant 200 employés. » Sa mâchoire s'est serrée. C'est allé trop loin. J'ai failli rire. C'était le don de Julien et peut-être aussi sa malédiction. Il pouvait faire passer n'importe quel désastre pour un événement météorologique. Une chose qui s'était produite. Une chose qui était arrivée de manière inattendue. Une tempête, pas un choix. Quand est-ce que c'est allé trop loin, ai-je demandé. Avant ou après la bague? Il a dégluti. Derrière lui, son téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, il a jeté un coup d'œil et a détourné l'écran. Mais j'en ai vu assez. Maître Antoine Leclerc, mon avocat. Julien a vu que j'avais vu. Que as-tu fait? A-t-il murmuré. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cet atrium de verre, ma main a cessé de trembler. J'ai protégé ce qui m'appartient. Son expression a changé. Puis la panique s'est transformée en calcul, et j'ai reconnu ce regard parce que je l'avais vu à travers les tables de conférence pendant des années. Chaque fois qu'un accord commençait à prendre une direction qu'il ne pouvait plus contrôler. « Émilie, tu ne peux pas retirer de capital comme ça. » Il a dit, il y a des procédures. Il y a des obligations. Il y a des clauses, ai-je corrigé. Et tu les as signées? Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue qu'il comprenait autrefois mais qu'il avait oubliée par arrogance. 14 ans plus tôt, quand Innovation Lumina n'était qu'une plateforme logicielle à moitié développée, une table pliante et un nom que j'avais écrit sur un bloc-notes à 2 heures du matin, Julien ne parlait pas d'obligation. À l'époque, il parlait de rêve. Il parlait de construire quelque chose qui rendrait les systèmes hospitaliers plus sûrs, qui aiderait les médecins à suivre les données critiques des patients plus rapidement, qui empêcherait les petites cliniques de se noyer dans des logiciels obsolètes. Il avait du charisme et j'avais l'architecture. Il pouvait vendre une pièce et je pouvais construire la chose qu'il vendait. Nous étions une bonne équipe autrefois. C'est la partie que les gens ne comprenaient jamais à propos de la trahison. Elle ne commençait pas toujours par un méchant et une victime. Parfois, elle commençait par 2 personnes épuisées mangeant des plats à emporter sur le sol d'un bureau loué, riant parce que le Wi-Fi était encore tombé en panne. Parfois, la personne qui vous détruisait commençait comme la personne qui croyait en vous quand personne d'autre ne le faisait. Mon père avait été le premier investisseur, non pas parce qu'il faisait confiance à Julien, mais parce qu'il me faisait confiance. Après sa mort, ses actions sont passées dans une holding familiale. Et au fil des ans, grâce à des tours de financement supplémentaires, des rachats et des accords soigneusement structurés, cette holding est arrivée à contrôler 83% d'Innovation Lumina. Julien le savait, bien sûr. Il le savait quand il m'avait demandé de ne pas occuper de rôle public parce que, comme il l'avait dit, les investisseurs sont plus à l'aise lorsqu'il y a une seule voie opérationnelle. Il le savait quand il m'avait convaincu que ma vie privée était un avantage, que je pouvais guider la stratégie au niveau du conseil d'administration pendant qu'il gérait les interviews, les conférences et les toasts au champagne.
Il le savait chaque fois qu'un magazine l'appelait le fondateur. Et je ne corrigeais personne parce que je me disais que le mariage n'était pas une compétition. Mais connaître un fait et le respecter étaient deux choses très différentes. « Tu es en colère ?» a-t-il dit en forçant la douceur dans sa voix. « Je comprends. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. »« Non, » ai-je dit. J'avais tout à fait le droit de savoir que mon mari vivait comme un homme célibataire au travail. Son visage a tressailli. « Bien. » Adèle ne le savait pas, a-t-il dit rapidement. Cela m'a surprise, bien que je ne l'ai pas laissé le voir. Elle ne savait pas quoi. Il a regardé vers l'allée, puis de nouveau vers moi. À propos de nous? Pas vraiment. Pas vraiment, ai-je répété. Je lui ai dit que nous étions séparés. Le froid m'a traversé, clair et précis. J'ai pensé au sourire poli et confus d'Adèle, à la façon dont elle avait murmuré « Nous nous connaissons ?» Pas cruellement, pas avec suffisance, juste sincèrement inconsciente que la femme tenant des roses de la Saint-Valentin était l'épouse de l'homme qu'elle avait accepté d'épouser. « Tu lui as dit que nous étions séparés, ai-je dit. Pendant que tu dormais dans mon lit chaque nuit. » Julien a fermé les yeux. « Émilie, pendant que j'accueillais ta mère pour la Toussaint. » Je sais. Pendant que nous renouvelions l'assurance de la maison du lac le mois dernier. Je sais. Pendant que tu m'embrassais pour me dire au revoir ce matin. Ses yeux se sont ouverts alors, et pendant un instant, j'ai vu l'homme d'autrefois, celui qui détestait me décevoir. Mais il a disparu presque instantanément sous la peur. Le conseil d'administration réagit de manière excessive, a-t-il dit. Cela peut être géré. C'est ça, pas réparé. Géré. Je me suis reculé de l'embrasure de la porte et j'ai ramassé l'enveloppe noire sur la console. Je l'avais apportée de la voiture sans réfléchir, et maintenant je la tenais entre deux doigts. C'était pour Paris, ai-je dit. Ses yeux sont tombés sur l'enveloppe. Quelque chose comme du chagrin a traversé son visage, mais c'est arrivé trop tard pour avoir de l'importance. Je voulais te surprendre, ai-je dit. Je pensais que nous avions besoin de quelques jours de repos. Je pensais que tu étais distant à cause de l'acquisition, à cause du stress, à cause de tout ce que tu disais toujours temporaire. C'était compliqué. Il a dit, non, l'intégration de logiciels est compliquée. Le mariage est difficile. Mentir est simple. Il m'a regardé alors, blessé par la simplicité de cela. Une autre voiture a tourné dans notre rue. Julien s'est instinctivement rapproché de la porte, essayant de se cacher des phares. Je n'ai pas bougé. Les lumières sont passées. Son téléphone a vibré de nouveau, puis le mien. J'ai regardé et j'ai vu un message d'Antoine. Réunion extraordinaire du conseil d'administration prévue à 19h30. Il demande votre présence par vidéo. Ne parlez pas à Julien des affaires de l'entreprise. J'ai tourné le téléphone vers Julien juste assez longtemps pour qu'il voie la première ligne. Sa bouche s'est ouverte. Émilie, ne fais pas ça ce soir. Je ne l'ai pas fait ce soir, ai-je dit. C'est toi. Il a passé une main dans ses cheveux et tout à coup il a paru plus vieux que 46 ans, pas distingué, juste fatigué et acculé. Si je suis destitué, l'entreprise se déstabilise, a-t-il dit. Des gens perdent leur emploi. De bonnes personnes, des personnes avec des hypothèques, des familles. C'est la première chose honnête que tu aies dite, ai-je répondu. Et cela aurait dû t'importer avant de transformer leur lieu de travail en ta fête de fiançailles. Il n'a pas eu de réponse. Pendant des années, Julien s'était appuyé sur le mouvement. Si une conversation devenait inconfortable, il passait dans une autre pièce. Si une question devenait trop précise, il prenait un appel. Si je posais des questions sur la solitude, il blâmait les échéances. Mais maintenant, il se tenait sur un porche sans nulle part où aller, et la vie qu'il avait soigneusement divisée en pièces séparées était finalement devenue une seule maison. Adèle est-elle au courant maintenant, ai-je demandé. Son silence a répondu. J'ai hoché la tête. Alors va lui expliquer. Émilie, s'il te plaît. J'ai commencé à fermer la porte. Il a tendu la main, sans me toucher, mais assez près pour que je voie le tremblement dans sa main. Vas-tu divorcer de moi? J'ai fait une pause. Le mot aurait dû sembler dramatique. Au lieu de cela, il semblait administratif,
comme nommer un document qui avait déjà été rédigé par des années de petites humiliations que j'avais choisi de ne pas compter. Oui, ai-je dit. Son visage s'est froissé, mais seulement pendant une seconde. Puis la peur a repris le dessus. Et l'entreprise. Je l'ai regardé à travers l'espace qui se rétrécissait entre nous. L'entreprise, ai-je dit, n'a jamais été à toi. Puis j'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, et je suis resté là pendant qu'il a frappé une fois, 2 fois, puis s'est arrêté. 1 minute plus tard, sa portière de voiture a claqué. Par la fenêtre, je l'ai vu s'asseoir derrière le volant sans démarrer le moteur, les épaules courbées, le téléphone pressé contre son oreille. Je ne savais pas s'il appelait Adèle, le conseil d'administration ou un autre avocat. Pour la première fois en 14 ans, je n'avais pas besoin de savoir. À 19h30, j'étais assise à ma table de cuisine dans un pull bleu marine avec un verre d'eau à côté de moi et le visage d'Antoine brillant sur l'écran de mon ordinateur portable. Un par un, les membres du conseil se sont joints à l'appel, chacun ayant l'air stupéfait, prudent et professionnellement effrayé. Puis Julien est apparu. Il n'était plus sur mon porche. Il était dans son bureau sous la couverture de magazine encadré qu'il appelait l'homme qui avait réinventé les données médicales. Sa caméra s'est allumée. Il m'a regardé directement et chaque personne dans cette réunion a finalement compris que la femme qu'ils avaient traitée comme une note de bas de page était la seule raison pour laquelle ils avaient encore une entreprise à sauver. La réunion du conseil d'administration a commencé sans les habituels bavardages. Personne n'a posé de questions sur le week-end de qui que ce soit. Personne n'a commenté la météo. Même l'avocat général de l'entreprise, qui avait l'habitude d'ouvrir les réunions difficiles par une blague maladroite, s'est simplement éclairci la gorge et a déclaré la réunion ouverte. Julien était seul dans la salle de conférence exécutive, le profil de la défense brillant derrière lui à travers les fenêtres du sol au plafond. Sa cravate avait disparu. Le bouton du haut de sa chemise était défait. Pour un homme qui avait passé des années à maîtriser chaque apparition publique, il avait soudain l'air remarquablement ordinaire. Antoine était assis à côté de moi à ma table de cuisine. « Émilie » a-t-il dit doucement avant que quiconque ne parle. « Ne répondez qu'à ce qu'on vous demande. » J'ai hoché la tête. Le président du conseil a ajusté ses lunettes. « Nous avons reçu un avis » a-t-il commencé avec précaution, selon lequel Carter Family Holdings a retiré son engagement en capital et suspendu tout soutien en capital discrétionnaire avec effet immédiat. Personne n'a regardé Julien. Tout le monde m'a regardé. Madame Delorme, a poursuivi le président, pouvez-vous confirmer que l'avis est authentique? Oui. Et que Carter Family Holdings reste le propriétaire effectif de 83% d'Innovation Lumina? Oui. Le silence qui a suivi a semblé s'étirer à l'infini. Plusieurs administrateurs connaissaient la structure de propriété sur le papier, mais les documents de propriété et la réalité étaient des choses différentes. Pendant des années, Julien était devenu le visage de l'entreprise. Les employés le citaient. Les investisseurs le photographiaient. Les journalistes l'appelaient le fondateur. Quelque part en cours de route, les gens avaient commencé à croire que la visibilité signifiait la propriété. Julien l'avait cru plus que tout. Il s'est penché vers sa caméra. « Émilie, s'il te plaît, ne prends pas de décision permanente basée sur les émotions d'aujourd'hui. » Antoine a posé légèrement une main sur mon bloc-notes, me rappelant de ne pas réagir émotionnellement. « Je n'ai pris aucune décision aujourd'hui, » ai-je répondu calmement. « J'ai exercé des droits qui existent depuis des années. » Julien a fermé les yeux une seconde. Le président s'est tourné vers lui. « Julien, y a-t-il quelque chose que vous devez divulguer avant que nous continuions ?» Une longue pause. Finalement, Julien a parlé. « Ma situation personnelle est devenue compliquée. » Compliquée, a répété un administrateur d'un ton monocorde. Un autre membre du conseil, Linda Foster, a croisé les mains sur la table. « Vous êtes-vous présenté au sein de cette entreprise comme célibataire ?» Julien a hésité. « Oui. » Étiez-vous en fait marié? Oui. Des membres de la direction exécutive étaient-ils au courant de votre mariage? Non. La pièce est devenue douloureusement silencieuse. Personne ne se souciait que Julien ait été infidèle. Il se souciait que le PDG ait dissimulé des faits personnels importants tout en menant une relation très publique avec une autre cadre au sein de l'entreprise. La gouvernance d'entreprise venait de devenir un problème juridique.
L'avocat général a pris la parole ensuite. Compte tenu de ces divulgations, je recommande de placer Monsieur Delorme en congé administratif immédiat en attendant une enquête indépendante. Julien a regardé directement la caméra. Vous ne pouvez pas être sérieux. Le président a soupiré. J'aurais aimé que non. À 20h30 ce soir-là, la nouvelle n'avait pas atteint les médias, mais au sein d'Innovation Lumina, tout le monde savait. Les rumeurs d'entreprise voyageaient plus vite que n'importe quel communiqué de presse. Quelqu'un a remarqué Julien quittant l'étage exécutif avec une boîte en carton. Quelqu'un d'autre a remarqué que la porte du bureau d'Adèle restait fermée. La sécurité a discrètement désactivé la carte d'accès exécutif de Julien. La photo s'est répandue dans les discussions de groupes privés des employés en quelques minutes. Personne n'a rien publié publiquement. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé après à peine 3 heures de sommeil. Pour la première fois depuis des années, Julien n'était pas à mes côtés. Le silence me semblait étrange. Pas solitaire, juste étrange. J'ai préparé du café, nourri notre vieux Golden Retriever, Max, et je suis resté près de la fenêtre de la cuisine, regardant les enfants attendre le bus scolaire. La vie extérieure continuait exactement comme elle l'avait toujours fait. Cette prise de conscience m'a ancré. Mon monde s'était brisé. Celui des autres, non. À 9h15, Antoine est arrivé, portant 2 épais dossiers. Les banques ont répondu. Je l'ai invité à entrer. Elles ont suspendu le financement de l'acquisition, a-t-il dit. Je m'y attendais. Elle demande si Carter Family Holdings a l'intention de rester investi après la restructuration. J'ai regardé les dossiers sans les ouvrir. Que leur avez-vous dit? La vérité. Il a souri légèrement. Je leur ai dit que le propriétaire croit toujours en l'entreprise. Cela m'a surprise. Il l'a remarqué. Vous n'avez jamais voulu détruire Innovation Lumina. Non, vous vouliez empêcher un homme de prétendre qu'il en était le propriétaire. Exactement. Les gens imaginaient toujours la vengeance comme brûler tout. Parfois, la vengeance signifiait refuser de laisser quelqu'un continuer à s'attribuer le mérite de ce que vous avez construit. Vers midi, mon téléphone a vibré. Adèle Mercier. J'ai regardé son nom pendant plusieurs secondes avant de répondre. Allô. Sa voix ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait lors des réunions du conseil d'administration. Elle était plus calme, presque fragile. Je sais que je n'ai probablement pas le droit de vous appeler. Non, ai-je répondu honnêtement. Vous n'avez probablement pas. Elle l'a accepté. Je ne savais pas. Je vous crois. Elle a expiré brusquement comme si elle avait retenu son souffle toute la matinée. Il m'a dit qu'il était séparé depuis près de 2 ans. Je sais. Il a dit que les papiers du divorce étaient retardés à cause des actifs commerciaux. Je sais. Il m'a montré un bail d'appartement. Cela m'a fait marquer une pause. Quel appartement? Silence. Puis Adèle a répondu. Il a loué un appartement en centre-ville. J'ai regardé le mur. Julien avait loué un autre appartement non pas pour y vivre, mais pour soutenir un mensonge. Chaque réunion tardive, chaque session stratégique nocturne, chaque voyage d'affaires qui se terminait trop tard pour rentrer à la maison. Il y avait toujours eu un autre endroit. Non pas parce qu'il avait besoin d'une autre vie, mais parce qu'il avait besoin de preuves d'une vie. Je me sens malade, a murmuré Adèle. Vous devriez. Je n'aurais jamais, je sais, sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé. Pour la première fois depuis la Saint-Valentin, j'ai entendu un remords sincère de quelqu'un lié à ce désastre. Je crois que vous êtes désolé, ai-je dit. Mais le regret ne défait pas ce qui s'est passé. Non. Elle a fait une pause. Me pardonnerez-vous un jour? J'ai de nouveau regardé par la fenêtre. Je ne vous connais pas assez bien pour vous pardonner. Elle n'a pas discuté. Au lieu de cela, elle a dit doucement, c'est juste. Tard cet après-midi-là, Antoine a rappelé. Nous avons trouvé quelque chose. Son ton a immédiatement attiré mon attention. Quoi? Ancien registre d'autorisation. Je me suis rendu à son bureau. Il a étalé des dizaines de documents sur la table de conférence. Approbation de dépenses, formulaire de transfert d'actions, autorisation d'investissement. À première vue,
Il semblait ordinaire. Puis Antoine a pointé plusieurs signatures. Ce sont les vôtres. J'ai froncé les sourcils. Non, ce sont d'excellentes copies. Mon estomac s'est serré. Je n'ai jamais signé ces documents. Je sais. Il a glissé un autre document à côté d'eux. Ma signature authentique. La différence est devenue évidente. Infime, presque invisible, mais évidente. Julien n'avait pas simplement trahi notre mariage. Quelqu'un avait forgé ma signature sur des documents d'entreprise pendant des années. Antoine a croisé les mains. Nous faisons examiner par des experts en criminalistique chaque autorisation exécutive des 5 dernières années. Combien? Des centaines. Je me suis lentement assise sur ma chaise. Chaque émotion que j'avais ressentie depuis la Saint-Valentin s'est transformée. Jusqu'à ce moment, je croyais que l'histoire était une infidélité. Maintenant, elle devenait quelque chose de beaucoup plus grand. Inconduite d'entreprise, fraude, exposition criminelle possible. Antoine m'a regardé attentivement. Émilie, oui. Vous devez vous préparer à quoi? Si l'enquête confirme ce que nous soupçonnons. Il a fait une pause. Julien ne va pas seulement perdre son mariage. J'ai terminé la phrase pour lui. Il va tout perdre. Antoine n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Les preuves étalées sur la table de conférence l'avaient déjà fait. En regardant les signatures falsifiées portant mon nom, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé bien plus que la fête de fiançailles. Julien n'avait pas franchi une seule ligne. Il franchissait des lignes depuis des années. La Saint-Valentin n'avait pas créé le désastre. Elle l'avait simplement exposé. Les 48 heures suivantes se sont déroulées avec la froide précision d'une machine. Antoine a fait appel à un cabinet d'experts comptables judiciaires de Paris, du genre qui ne posait pas de questions inutiles et n'utilisait pas de langage dramatique à moins qu'un document ne le mérite. Ils se sont installés dans une salle de conférence verrouillée chez Innovation Lumina. Accès par badge restreint, ordinateurs portables ouverts à côté de boîtes d'archives contenant d'anciennes autorisations, des dossiers du conseil, des approbations de virements et des dossiers de rémunération des dirigeants. Je ne suis pas allé au bureau. C'était délibéré. Si j'entrais dans ce bâtiment trop tôt, les gens transformeraient l'enquête en une guerre personnelle entre une femme et un mari. Je ne voulais pas de potin, pas de chuchotement dans les couloirs sur la vengeance, pas d'excuse pour que Julien prétende que j'agissais par chagrin plutôt que par preuve. Alors je suis resté à la maison, j'ai répondu aux questions via Antoine et j'ai laissé les professionnels faire ce que Julien avait toujours sous-estimé. Ils ont suivi la trace du papier. Le 3e jour, ils ont trouvé le schéma. Ce n'était pas une seule signature falsifiée ni même une poignée. C'était un système. Mon nom avait été utilisé pour autoriser des prêts exécutifs temporaires, approuver des remboursements de frais de voyage gonflés et accélérer des contrats de fournisseurs liés à des personnes que Julien connaissait personnellement. Rien de tout cela n'était assez imprudent pour crier à la fraude au premier coup d'œil. C'est ce qui le rendait dangereux. C'était soigné, superposé et enveloppé dans un langage d'entreprise suffisamment clair pour passer entre des mains occupées. Mais les mensonges vieillissent mal. Chaque document avait une date d'horodatage. Chaque approbation avait des métadonnées. Chaque transfert laissait une trace. À 18h12 le jeudi soir, Antoine m'a appelé. Émilie, a-t-il dit. Nous en avons assez. J'étais dans ma buanderie, pliant une des chemises blanches de Julien parce que l'habitude est parfois la dernière partie de l'amour à mourir. J'ai regardé la chemise dans mes mains, le monogramme sur la manchette, et je me suis soudain senti stupide de la toucher. Assez pour le conseil, ai-je demandé. Assez pour le conseil, assez pour une action civile, et peut-être assez pour un renvoi aux autorités fédérales. J'ai fermé les yeux. Pendant une brève seconde, j'ai souhaité que la vérité soit plus petite. Puis je me suis souvenu de Julien embrassant Adèle sous le puits de lumière pendant que 200 personnes applaudissaient un mensonge. Alors envoyez-le, ai-je dit. La réunion extraordinaire du conseil d'administration était prévue pour le lendemain matin. Cette fois, Julien n'était pas invité en tant que directeur général. Il était invité en tant que sujet de l'enquête. Adèle est apparue à l'appel vidéo depuis son bureau, palmait sereine. Elle avait temporairement démissionné de toutes les décisions liées à Julien, et le conseil l'avait accepté. Elle ne s'est pas défendue. Elle ne m'a pas blâmé.
Lorsque le président lui a demandé si elle savait que Julien était marié, elle a répondu clairement « Non, il m'a dit qu'il était séparé depuis 2 ans. » Et a-t-il jamais divulgué que Madame Delorme contrôlait la majorité de la propriété de l'entreprise? Adèle a baissé les yeux un instant. Non, il m'a dit que sa femme n'avait aucune implication opérationnelle et que la structure de propriété était une vieille paperasse familiale. La phrase a atterri lourdement. Vieille paperasse familiale. C'est à cela que Julien avait réduit l'investissement de mon père, mes années de travail et mon silence. Puis les experts comptables judiciaires ont commencé. Ils n'ont pas élevé la voix. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont montré des signatures, des métadonnées, des approbations de virements, des contrats de location et des relevés de dépenses des dirigeants. Ils ont montré l'appartement que Julien avait loué en centre-ville et classé comme une suite d'accueil stratégique pour les clients. Ils ont montré des achats de bijoux étiquetés comme des cadeaux de relation avec les investisseurs. Ils ont montré des voyages privés réservés via des comptes d'entreprise. Des week-ends qu'Adèle avait cru être des retraites d'affaires parce que Julien avait entouré chaque mensonge d'assez de paperasse pour le faire paraître légitime. Adèle a couvert sa bouche une seule fois. Julien est resté figé. Quand il a finalement parlé, sa voix semblait mince. Ceci est sorti de son contexte. L'enquêtrice principale, une femme nommée Denise Laval, a ajusté ses lunettes. Monsieur Delorme, les métadonnées n'ont pas de contexte. Elles ont des horodatage. Personne n'a souri, mais j'ai failli le faire. Julien a réessayé. J'avais l'autorité d'agir au nom de l'entreprise. Vous aviez une autorité opérationnelle, a dit Denise. Vous n'aviez pas l'autorité de forger la signature de Madame Delorme. Ses yeux se sont alors tournés vers moi, et pour la première fois, il y avait de la colère sous la peur. Tu en jouis, a-t-il dit. J'ai senti tous les visages de l'appel se tourner vers moi. J'aurais pu le nier. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité avec soin. Non, Julien. Je n'en jouis pas. Je le survis. Cela l'a fait taire. À midi, le Conseil a voté à l'unanimité pour révoquer Julien avec effet immédiat, annuler toutes les actions non acquises et renvoyer les conclusions à un avocat externe pour un recouvrement civil. Son nom serait retiré de tous les documents actifs de l'entreprise jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Adèle resterait en congé administratif en attendant la fin de son propre examen éthique, bien que les conclusions préliminaires aient montré qu'elle avait été trompée plutôt que complice. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de cri. Personne n'a jeté de verre. La vengeance est venue sous forme de signatures, de votes et de comptes bloqués. Et d'une certaine manière, cela la rendait plus complète. Cet après-midi-là, Adèle m'a demandé à me rencontrer en personne. J'ai failli refuser. Puis j'ai pensé à l'expression de son visage quand elle a appris pour l'appartement et j'ai réalisé qu'il restait une conversation que Julien ne pouvait pas contrôler. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à Rueil-Malmaison, loin du bureau et loin de quiconque pourrait nous reconnaître. Adèle est arrivée la première. Elle ne portait pas de maquillage ou très peu, et la bague en diamant avait disparu de sa main. Quand je me suis assise en face d'elle, elle s'est levée. Je suis désolée, a-t-elle dit. Vous l'avez déjà dit. Je sais, mais j'ai besoin de le dire en vous regardant. J'ai étudié son visage et n'y ai trouvé aucune arrogance, aucune victoire, aucune trace de la femme sur la plateforme acceptant les applaudissements. Juste de l'humiliation, le genre pur et brutal. Je l'ai cru, a-t-elle dit. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Je sais. Il m'a fait me sentir choisi. Cette phrase m'a fait plus mal que je ne l'avais imaginé parce que je la comprenais. Julien avait toujours su faire en sorte qu'une femme ait l'impression que la pièce s'était réorganisée autour d'elle. Adèle a baissé les yeux sur ses mains. Quand je vous ai vu dans l'atrium, j'ai pensé que vous étiez la femme d'un investisseur ou quelqu'un d'un conseil de charité. Je ne savais pas que je regardais la femme dont je vivais la vie. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, il nous a menti à toutes les deux, Adèle, mais il m'a épousée. Son premier devoir était envers moi. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais. J'aurais pu la haïr. Une partie de moi le voulait. La haine aurait été plus facile que la vérité inconfortable que l'autre femme n'était pas toujours un monstre. Parfois, elle était une autre personne debout dans les décombres, tenant un morceau différent du même mensonge.
Je ne vous protégerai pas des conséquences, ai-je dit. Je ne vous le demande pas, mais je ne vous punirai pas pour ce qu'il a fait seul. Ses yeux se sont levés vers les miens. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était la justice. 3 nuits plus tard, Julien est revenu à la maison. Cette fois, il n'a pas sonné à répétition. Il a frappé une fois, puis a attendu. Par la fenêtre, j'ai vu un homme qui ne ressemblait en rien au mari à qui j'avais apporté des fleurs pour la Saint-Valentin. Son manteau était froissé. Son visage n'était pas rasé. La confiance l'avait quitté, et sans elle, il semblait plus petit, presque étranger. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne. Il a regardé la chaîne, puis moi. Je le mérite, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Il a dégluti. J'ai perdu l'entreprise. Non, ai-je dit, tu as perdu l'illusion qu'elle était à toi. Ses yeux se sont remplis, mais je n'ai pas adouci. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que j'avais passé trop d'années à adoucir chaque vérité difficile jusqu'à ce qu'il puisse la contourner. Je ne suis pas là pour te demander d'arrêter l'enquête, a-t-il dit. Bien. Je ne suis pas là pour te demander de me reprendre. Bien. Il a hoché la tête lentement comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. Je suis venu dire que je suis désolé. La vieille Émilie aurait tendu la main vers la porte. La vieille Émilie aurait confondu le regret avec la réparation. Mais la femme qui se tenait là maintenant avait vu trop de choses brûler pour confondre la fumée avec la chaleur. Es-tu désolé parce que tu m'as blessé, ai-je demandé. Ou parce que ta vie s'est effondrée? Julien a baissé les yeux. Pendant longtemps, il n'a rien dit. Puis très doucement, il a répondu, je ne sais plus. Et c'était la première chose honnête qu'il avait dite depuis la Saint-Valentin. Julien est resté sur le porche un instant de plus, attendant que je dise quelque chose qui rendrait l'avenir moins effrayant. Je ne l'ai pas fait. Le silence entre nous n'appartenait plus au ressentiment. Il appartenait à la vérité. Finalement, il a hoché la tête. Je comprends. Je n'étais pas sûr qu'il comprenne. Mais pour la première fois depuis très longtemps, la compréhension n'était plus ma responsabilité. J'ai fermé la porte doucement, sans colère, et j'ai regardé par la vitre latérale alors qu'il retournait à sa voiture. Il n'a pas regardé en arrière. Ses épaules étaient affaissées, ses mains enfouies dans les poches de son manteau, se déplaçant comme un homme qui avait passé des années à gravir un sommet, pour réaliser qu'il avait porté la mauvaise carte. Max a erré dans l'entrée et a posé sa tête contre ma jambe. J'ai gratté derrière ses oreilles et j'ai murmuré, je crois que nous allons nous en sortir. Pour la première fois depuis la Saint-Valentin, je l'ai cru. Le divorce a pris des mois. Les vrais divorces le font généralement. Il y a eu des divulgations financières, des évaluations de biens, des dépositions et plus de paperasse que nous n'aurions jamais cru possible. En raison de l'accord prénuptial et de la structure de propriété qui existait bien avant notre mariage, le processus juridique a été étonnamment simple. Émotionnellement, cependant, rien de tout cela n'a semblé simple. Julien n'a jamais contesté ma propriété d'Innovation Lumina. Il ne le pouvait pas. Les documents existaient depuis des années et l'enquête avait levé toute illusion que l'entreprise appartenait à quelqu'un d'autre. Les réclamations civiles liées aux signatures falsifiées ont continué par l'intermédiaire d'un avocat distinct. Ces affaires ont été résolues par des règlements négociés, des restitutions et des restrictions permanentes empêchant Julien de servir en tant que dirigeant de toute entreprise régie par les accords en question. Ce fut un résultat douloureux pour lui, mais c'était aussi la conséquence de choix faits à plusieurs reprises au fil du temps, et non d'un seul après-midi terrible. La justice, j'ai appris, arrive rarement d'un coup. Elle arrive par pages soigneusement numérotées. Adèle a terminé son examen éthique. Les enquêteurs indépendants n'ont trouvé aucune preuve qu'elle avait participé aux documents falsifiés ou bénéficié de la faute financière. Sa plus grande erreur avait été de croire l'homme qu'elle aimait. Le conseil l'a réintégrée au poste de PDG 6 semaines plus tard. Avant d'accepter, elle m'a appelé. Je ne prendrai pas le poste, a-t-elle dit, si vous pensez que je ne devrais pas. J'ai apprécié la question plus qu'elle ne le réalisait probablement. Vous avez gagné le poste, ai-je répondu. Mais à cause de tout, les jeux interrompus doucement. Ne gâchez pas l'occasion de le faire honnêtement. Elle est restée silencieuse. Je ne m'attends pas à ce que nous devenions amis. Moi non plus.
Mais j'espère qu'un jour vous croirez que je n'ai jamais voulu votre vie. J'ai regardé par la fenêtre les premiers signes du printemps percer les parterres de fleurs gelées. Je le crois déjà. Quand nous avons terminé l'appel, j'ai réalisé que le pardon était arrivé sans s'annoncer. Pas un pardon complet. Pas le genre qui effaçait les cicatrices, juste assez pour cesser de porter la culpabilité de quelqu'un d'autre. Le conseil a demandé si je voulais devenir PDG. Pendant des années, cela avait été la prochaine étape évidente. Des années plus tôt, j'aurais peut-être accepté sans hésitation. Au lieu de cela, j'ai surpris tout le monde, y compris moi-même. Non. Le président a cligné des yeux. Vous avez bâti cette entreprise. Oui. Vous en êtes propriétaire. Oui. Alors pourquoi? J'ai souri. Parce que la propriété et le but ne sont pas toujours la même chose. J'ai accepté le rôle de présidente exécutive à la place, me concentrant sur la stratégie à long terme tout en laissant les opérations quotidiennes à Adèle. C'était l'arrangement que j'aurais dû choisir des années plus tôt. Non pas parce que je manquais de capacité à diriger publiquement, mais parce que le leadership fonctionne mieux quand il reflète qui vous êtes réellement au lieu de qui les autres s'attendent à ce que vous deveniez. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise semblait honnête. 3 mois après la Saint-Valentin, j'ai trouvé l'enveloppe contenant les billets pour Paris, rangée dans un tiroir de mon bureau. Les vols avaient été annulés depuis longtemps. La réservation d'hôtel avait disparu. La petite carte manuscrite que j'avais écrite pour Julien est restée pliée à l'intérieur. Je l'ai lue une fois. Puis j'ai souri tristement et l'ai passée au broyeur à papier, non par colère, mais par acceptation. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et réservé un autre voyage. Même ville, hôtel différent, un seul billet. Paris m'a accueilli avec un soleil chaud et des cafés débordants sur des trottoirs étroits. J'ai marché sans itinéraire. Je me suis attardé dans des librairies où je ne comprenais que la moitié de la langue. Je me suis assise au bord de la Seine avec une tasse de café qui est restée froide parce que je continuais à regarder les gens au lieu de la boire. Le deuxième soir, j'ai traversé le pont des Arts juste au moment où le ciel devenait doré. Des années plus tôt, Julien et moi y avions fait des promesses sur l'avenir. Cette fois, je n'ai fait qu'une seule promesse à moi-même. Ne jamais confondre être nécessaire avec être valorisé. Ce n'est pas la même chose. Près d'un an plus tard, Innovation Lumina a annoncé une nouvelle initiative d'investissement soutenant les entreprises de technologie de la santé en démarrage fondées par des femmes et des entrepreneurs sous-représentés. L'idée était dans l'un de mes carnets depuis près d'une décennie. Maintenant, nous l'avons enfin construite. Lors de l'événement de lancement, Adèle a présenté le programme. Elle a remercié le conseil d'administration. Elle a remercié nos employés. Puis, de manière inattendue, elle m'a remercié. Certaines personnes construisent des entreprises, a-t-elle dit. D'autres construisent des cultures où la vérité finit par importer plus que les apparences. Nous sommes ici parce qu'Émilie Delorme a refusé de sacrifier l'un ou l'autre. Les applaudissements qui ont suivi sonnaient très différemment des applaudissements que j'avais entendus le jour de la Saint-Valentin. Ces applaudissements célébraient l'illusion. Ceux-ci honoraient l'intégrité. La différence était importante. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite. Pas un email, pas un SMS, une lettre. C'était de Julien. Il a écrit qu'il avait pris un poste de direction dans une petite entreprise de logiciels régionale en Bretagne. Ce n'était pas glamour. Pas d'interview de magazine, pas de discours d'ouverture, pas de bureau d'angle. Il a écrit que chaque matin, il ouvrait le bureau lui-même, préparait le café pour le personnel et partait chaque soir en sachant exactement ce que signifiait son titre, employé. Il s'est de nouveau excusé, non pas pour avoir perdu l'entreprise, non pas pour avoir perdu sa réputation, mais pour avoir passé des années à croire que le succès lui donnait le droit d'ignorer les promesses qu'il avait faites aux personnes qu'il aimait le plus. Au bas de la page, il a écrit une dernière phrase. J'espère qu'un jour je deviendrai quelqu'un digne du pardon que j'ai demandé. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans une boîte avec de vieilles photographies. Non pas parce que je voulais revivre le passé, mais parce que faire comme si cela n'était jamais arrivé ne m'apprendrait rien. Certains chapitres méritent de rester clos. Ils ne méritent pas d'être effacés. Les gens me demandent parfois si la vengeance m'a apporté la paix. La réponse honnête est non. La vengeance m'a apporté la justice. La paix est venue plus tard.
La paix est arrivée le jour où j'ai cessé de mesurer mon avenir par la trahison de quelqu'un d'autre. Julien a perdu son mariage parce qu'il a choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. Il a perdu sa carrière parce qu'il a choisi l'ambition plutôt que l'intégrité. Il a perdu l'entreprise parce qu'il a oublié qu'un pouvoir emprunté n'est jamais la même chose qu'une confiance gagnée. Quant à moi, je n'ai pas gagné parce qu'il a perdu. J'ai gagné parce que je me suis enfin souvenu que ma valeur n'avait jamais dépendu de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Parfois, la vengeance la plus forte n'est pas de détruire la personne qui vous a blessé. C'est de refuser de laisser ses choix détruire la personne que vous étiez toujours destiné à devenir.